François Ier va gouverner avec l'aide de ministres et de fonctionnaires appelés officiers, organisés selon une hiérarchie comme vous pouvez le voir à l'écran. Euh, Certains rendent la justice, certains de ses conseillers vont rendre la justice, d'autres vont percevoir les impôts. Aussi, François Ier poursuit également la centralisation ou l'unification du royaume grâce justement à l'ordonnance précédemment citée de Villers-Cotterêts, puisque ce texte, en plus de permettre la traduction en français des œuvres littéraires, ce texte va imposer l'utilisation du français en lieu et place du latin dans les actes administratifs et dans la tenue des registres paroissiaux recensant baptême, mariage et inhumation. L'ordonnance réorganise également la justice et la perception de l'impôt. Elle constitue une étape importante dans la construction et l'imposition de la monarchie en France. Donc véritablement un renforcement de l'autorité et de l'unification du royaume. Enfin, dernier point qu'on peut mettre en avant sur François Ier, c'est que toutes ces mesures vont lui redonner goût à, à, à des ambitions extérieures. Et donc, ce n'est pas pour rien qu'il va se lancer dans les grandes découvertes par l'intermédiaire de Jacques Cartier, qui va explorer le nord de l'Europe, découvrant le Canada en 1534. De ce fait, la France va s'emparer des terres découvertes le long du fleuve Saint-Laurent, c'est-à-dire le futur Québec. Alors, pour une question de culture générale, il est intéressant de voir que la miniature de Jean Coué que vous avez à l'écran, donc il se nomme Antoine Macoux, lit au roi sa traduction du grec des œuvres de l'historien ancien Diodore de Sicile, qui date de 1534. Donc cette miniature est une bonne synthèse de l'évolution du roi en prince de la Renaissance respecté, puisqu'on le voit entouré de sa cour, avec notamment un chien qui va représenter un petit peu les distractions avec l'art de la chasse. On y fait une activité intellectuelle. Bref, avec également un singe qui va représenter un peu l'ouverture vers le monde et derrière la fleur de lys qui représente la personnalité royale. Donc véritablement une excellente synthèse de tout ce qui va concerner le pouvoir royal. En 1547, François Ier va mourir d'une maladie après 32 ans de règne. Et peu de temps après, en 1562, le royaume va être touché par ce qu'on appelle les guerres de religion, opposant les protestants aux catholiques, les plus fanatiques, menées notamment par ce qu'on appelle la Ligue catholique. L'attitude ambiguë des rois pour stopper ces dernières ne fait que renforcer le conflit. Par exemple, Charles IX, roi de 1560 à 1574, fait massacrer les chefs protestants lors du tristement célèbre épisode de la Saint-Barthélemy en 1572. Son successeur, Henri III, qui va régner de 1574 à 1589, lui fait assassiner le duc de Guise, qui était le chef de la Ligue catholique, avant lui-même de se faire assassiner. Et, faute de succession, la couronne va revenir à Henri de Navarre, qui est tout simplement son cousin. Et donc, à ce titre, Henri de Navarre devient le premier roi de France issu d'une maison capétienne particulière, c'est la maison des Bourbons. Et donc, cette maison des Bourbons va devenir extrêmement célèbre, puisque c'est de là que vont venir notamment tous les rois tels que Louis XIV, Louis XV ou Louis XVI. Donc, véritablement, une maison qui va être très prestigieuse par la suite. Mais pour l'instant, on va se concentrer sur Henri IV, qui va être une figure de paix et d'autorité. Donc, l'arrivée du roi, dès le départ, va poser problème. C'est-à-dire que Henri IV est protestant. Et au moment de monter sur le trône, on est en pleine guerre de religion. Donc, dans un premier temps, le roi ne va pas renoncer à sa foi, et la Ligue catholique, tout simplement, va s'opposer à lui, n'hésitant pas à l'affronter. Cependant, Henri IV et son armée prend le dessus sur la Ligue, à l'image de la bataille d'Évry en 1590.
À la suite de ces affrontements, le roi décide de renoncer à sa foi protestante et se convertit au catholicisme en 1593. Par la suite, il décide de se faire sacrer le 27 février 1594 en la cathédrale de Chartres. Donc du coup, le fait de se convertir au catholicisme va tout simplement calmer l'opinion française et cela va lui permettre tout simplement d'unifier les Français derrière son sacre. Alors, il a noté donc que tout simplement euh, il est l'un des 3 rois de France qui n'a pas été sacré à Reims, car à l'époque, tout simplement, Reims était occupé par les armées de la Ligue. Donc du coup, effectivement, c'est pour cela que on n'a pas pu directement le sacrer. Et tout simplement, il va faire son entrée dans Paris le 22 mars 1594 après son sacre. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a un épisode qui s'appelle le pardon royal, c'est-à-dire qu'il va rentrer où il va distribuer des billets en exprimant son pardon à la population et il va mettre en avant le fait qu'il va obtenir l'absolution de la part du pape Clément VIII en 1595, qui va lui assurer le ralliement progressif de toute la noblesse et du reste de la population, malgré les réticences très fortes de la Ligue, qui est quand même très extrémiste. Et donc, pour la petite histoire, cette ligue va être battue de manière définitive à la fin de l'année 1594. Donc, après cette série d'opérations militaires pour pacifier le royaume, Henri IV va décider d'imposer l'édit de Nantes en 1598. Donc, cet édit de Nantes, c'est tout simplement un traité qui va établir la paix religieuse entre catholiques et protestants. En effet, ce document rétablit le catholicisme partout dans le royaume, tout en reconnaissant aux protestants le droit de pratiquer leur culte ainsi que l'égalité civile. Il va donner des places fortes aux protestants pour assurer leur sécurité. Malgré les réticences du Parlement, Henri IV impose de ratifier cet édit, mettant en avant son droit divin et le fait qu'il rétablit la paix dans le royaume. Son discours en 1599 au Louvre renforce un peu plus l'État, car ce dernier est le seul à pouvoir garantir la paix et l'ordre dans le royaume. Il met en avant lors de ce discours en 1599 face au Parlement le fait qu'il a son autorité naturelle qui lui est conférée par son sacre et le fait que tout simplement, je l'ai déjà dit, mais il est de droit divin, il est désigné par Dieu. Et de ce fait, voilà le fameux discours en question, et de ce fait, il va renforcer l'autorité royale grâce à cette pacification du royaume. D'où le fait qu'on l'appelle souvent le roi pacificateur. Donc il a noté que, comme François Ier, Henri IV utilise l'art pour mettre en avant son image. L'un des tableaux les plus connus sur Henri IV a été fait par un anonyme, que vous avez justement actuellement à l'écran. Mais ce tableau va porter véritablement tous les symboles du pouvoir du roi. Donc vous avez là notamment la fleur de lys qui montre que le roi est le personnage central. Vous avez les épées et les armures qui montrent qu'il a été un roi guerrier, mais il ne le tient plus, donc il montre que c'est un roi qui a cessé les combats et qui souhaite la paix. Également, vous avez les allégories de la paix, de la religion, qui sont mises en avant, mettant en avant tout simplement que c'est un roi qui veut ce qu'il y a de mieux. Donc ces tableaux montrent en fait une image extrêmement positive du roi. La fin de règne de Henri IV va être marquée par malheureusement de nouvelles tensions avec les voisins Habsbourg, et cela va raviver encore plus les tensions avec les catholiques. Et malheureusement, le roi va mourir assassiné, comme Henri III. Il va être poignardé par François Ravaillac, un catholique fanatique, en 1610.
Et donc, à la suite de son assassinat, le pouvoir va revenir à son fils Louis XIII. Ce dernier commence son règne par une régence. En effet, il est trop jeune pour tout simplement gouverner, et c'est sa mère Marie de Médicis qui va régir le royaume. De là, ses proches, les grands, le Parlement tentent à nouveau de s'arroger une partie du pouvoir royal. Cependant, dès sa prise de pouvoir, Louis XIII va restaurer son autorité, notamment grâce à l'action de son premier ministre, le cardinal Richelieu, qui va à la fois réprimer les révoltes populaires euh, et les révoltes des grands. D'ailleurs, ces derniers vont être sévèrement punis puisque on va à la fois faire des procès très importants, on va raser les châteaux de ceux qui sont voulu se retourner contre le roi. De plus, le roi va devoir faire face à un soulèvement naissant des protestants, mais ces derniers vont être stoppés par la victoire de Richelieu et ses troupes à La Rochelle, la capitale des protestants, et ces derniers vont devoir subir ce qu'on va appeler l'édit d'Alès en 1529, qui vont confisquer toutes les places fortes des protestants. Donc Louis XIII va permettre de garantir une continuité du pouvoir, et à sa mort, c'est son fils Louis XIV qui va prendre le pouvoir.